Salut à tous, c'est Bismart. On est à nouveau ensemble pour une heure de débat. Alors, je vais le dire tout de suite, parce qu'on va commencer à parler des retraites, mais vous le savez sans doute, d'ailleurs, si vous nous écoutez, vous nous regardez régulièrement. En fait, au moment où vous regarderez cette émission, ou vous l'écouterez en podcast, vous en saurez plus que nous sur la réforme des retraites, puisque on enregistre à peu près à l'heure du déjeuner, que c'est à 17h30 qu'Elisabeth Borne va présenter les grandes lignes du projet. On en connaît un certain nombre, mais enfin, il en manque quand même... Il en manque quand même des très importants, notamment sur les carrières longues, etc. et tout, mais je ne vais pas épiloguer puisque vous avez la réponse et que nous, on ne l'a pas encore, et donc on en parlera demain, on épiloguera sur la réponse demain. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette réforme, sur la façon dont tout ça est géré, est amené, donc on va en parler largement. On va parler aussi d'un autre sujet, de l'autre, réforme, non, c'est un plan d'action, plan santé d'Emmanuel Macron, et c'est vrai que j'ai assez peu l'occasion de parler de l'économie de la santé. Et donc, je vais en profiter. Et puis voilà, et puis quelques autres sujets divers et variés dans l'actualité économique du moment. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, nos administratrices de choc. Françoise Gris, salut Françoise. Bonjour. Meka Brunel, bonjour Meka. Et puis Jérôme Mathis, salut Jérôme. Salut Stéphane. Grâce à toi que je vais réussir à parler de la santé. Et grâce à toi, on va parler de la santé. J'ai toujours considéré, mais on en avait parlé ensemble, puisque je reparlerai de ton bouquin. Oui. J'ai toujours considéré, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mesdames, que on était vraiment en marge de l'économie, parce que tarification sous contrôle, parce que... voilà, et donc que c'est presque une économie à part, l'économie de la santé. Tu es d'accord avec ça? Oui, et puis la manière qu'on a de financer notre politique de soins a un impact direct sur la manière dont le patient est traité à l'hôpital. Et on va changer de modèle bientôt, on en rediscutera tout à l'heure. Voilà, on va changer et de modèle. Ça va influer sur la manière dont... Double changement de modèle d'ailleurs, et que ce soit, on va en parler sur la fameuse tarification à l'acte, mais il y a aussi toutes les réflexions sur la politique industrielle du médicament, qui j'ai l'impression, là, des choses aussi sont en train de bouger avec les pénuries qu'on a en ce moment. On parle des retraites, donc je vous le disais, on va rester très flou, j'ai mis 64 ans, j'ai peut-être même eu tort, mais enfin quand même, là, globalement, il y a un consensus de presse, c'est un métier que je fais quand même depuis un bon moment. Quand vous avez une unanimité comme ça, je pense que c'est bon, 64 ans. Après, il y a moins d'unanimité, et donc je vais rester très flou sur l'accélération de la réforme Touraine, donc le rythme du cotisation. C'est visiblement une discussion, d'ailleurs, à l'intérieur même de l'exécutif, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Et puis surtout, il y avait beaucoup d'éléments très intéressants là-dessus, dans les Échos ce matin d'ailleurs, ce qui va se passer pour les carrières longues. J'ai appris, alors ça c'est un fait, parce qu'on en apprend tous les jours sur les retraites, qu'un tiers des récents retraités ont liquidé, mais dans de bonnes conditions, quoi. C'est pas, ils ne sont pas obligés, non, ils ont liquidé leur retraite avant l'âge légal. Donc en fait, cet âge légal n'est qu'une borne, mais n'est qu'une borne à laquelle échappe aujourd'hui à peu près un tiers de ceux qui prennent leur retraite pour de bonnes ou de mauvaises raisons, services actifs, régimes spéciaux, etc., etc. Bon. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dossier, Françoise? Je commence avec vous, sur les retraites. Alors, puisqu'on est obligé de sortir en fait de la mécanique pour prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de ce sujet et peut-être la façon dont tout ça s'est passé. Oui, alors je ne sais pas si je vais prendre suffisamment de hauteur, mais en tous les cas, moi ce qui me frappe, c'est la difficulté d'établir le dialogue. Au point que ce matin, justement dans les Échos, il y avait quelqu'un qui éprouvait le besoin de dire il y a quand même 3 raisons fondamentales et on est dans des niveaux macro, total, donc la dette, enfin des choses très macro. Donc on a un vrai sujet de pédagogie autour de cette problématique des retraites, et Dieu sait si pourtant on en parle depuis longtemps et de façon constante, etc. Peut-être trop d'ailleurs. La deuxième chose qui me frappe, c'est la difficulté à sortir d'un discours très sectoriel. C'est-à-dire que chacun y va de la défense. Alors bien sûr, chacun en tant qu'individu, mais même ce qu'on appelle les corps intermédiaires et les syndicats en particulier, qui devraient avoir la capacité de surplombler un peu le discours, d'aller au-delà des intérêts individuels. On a un mal fou à poser le problème autrement que la défense des prochains retraités et le discours de quelles sont les conséquences de laisser partir à la dérive, enfin le système actuel sur les générations futures, sur l'économie, sur la dette de la France, tout ça. Visiblement, personne ne porte ce discours, pas même le gouvernement d'ailleurs. Et avec difficulté, on s'écharpe sur des sujets de pure technicité, avec quelques remarques faites par les uns et les autres qui quand même
sont stupéfiantes. Alors, je suis pas... Vas-y, on a le temps, vas-y. Citation d'un syndicaliste, je suis plus très sûre de qui, disant, le gouvernement est quand même déterminé à faire travailler plus les Français. Ben oui, oui. Oui, mais François, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus sur le diagnostic. Oui, mais celui-là... Et le corps ne nous aide pas beaucoup d'ailleurs à avoir un consensus sur le diagnostic. Il faut bien dire ce qui est. Quand même, bien sûr, mais parce qu'on a du mal à le poser, parce qu'on le pose de façon très spécifique sur le départ des gens qui ont fait des retraites longues, sur l'antinomie entre les retraités du jour et ceux qui vont prendre leur retraite. Enfin, tout ça, sans parler de tous ceux des régimes spéciaux, etc., sur lesquels, évidemment, tout le sujet est passé en dessous du tapis, alors qu'il est quand même assez déterminant. Donc moi, ce qui me frappe, c'est cette difficulté à poser proprement le problème, avec des experts qui partent dans tous les sens et avec finalement des gens dont ce serait la responsabilité que d'élever le débat et qui n'y arrivent pas et qui ne le font pas. Et ce sujet est vrai pour les retraites, mais c'est vrai pour... Mais t'aurais voulu, j'ai du mal... T'aurais voulu qu'on dise quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, enfin, tout a été mis sur la table. Après, je te dis... En désordre. Oui, mais tu as l'ensemble des syndicats de salariés et visiblement une bonne majorité de Français qui considèrent, à raison d'ailleurs, sur le régime de retraite, qu'il n'y a pas une dérive à ce point problématique qu'on doive prendre des mesures à ce point difficiles. Ça dépend. C'est difficile, là, d'aller contre. Ça dépend du terme. Et ben voilà. Et ça dépend du niveau que l'on veut faire porter au budget de l'État. Exactement. Enfin, au budget de l'État. Donc, nos contributions, nos salaires, oui. Nos salaires, c'est nos salaires et aussi nos impôts. Puisqu'il y a une partie tout à fait. Largement compensée par l'État. Tout à fait. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a des sujets d'intérêt collectif multiples. Et si on n'arrive pas à poser des intérêts collectifs, je ne sais pas très bien comment on va pouvoir sortir de cette période éminemment compliquée. Sur les retraites, mais sur des tas d'autres... Mais moi, j'ai ma petite... Enfin, je vous la soumettrai après. Vas-y, Meka, comment est-ce que tu vois les choses? Je vois les choses de la même manière. En fait, c'est posé de façon très technocratique et entre sachants qui savent de quoi ils parlent. Je ne suis pas sûre que la personne de la rue, qu'il ait 25 ans, 50 ans ou 65 ans, comprend de quoi on parle. Ça, si. Non. Dans les faits, dans les termes, on ne le comprend pas. D'autant plus qu'on parle de l'âge légal de départ à la retraite. Ce n'est pas l'âge pour, par exemple, tout ce qui est régime complémentaire. Je ne parle pas de régimes spéciaux, mais je parle d'Agir Carco, etc. Aujourd'hui, sur Agir Carco, dans le privé, on part à 63 ans. Donc on est déjà arrivé à ça, et la réforme Touraine, avec l'instauration, parce que c'est la réforme Touraine quand même qu'on est en train de généraliser, avec l'instauration des bonus-malus, aggrave aussi ce cas, d'où les liquidations anticipées qui permettent de profiter au moment où c'est possible. Un point, non, mais juste un point, parce que en fait, moi je l'ai appris très récemment, ce 63 ans, et c'est même 63 ans et quelques mois, est une moyenne. Attention. Oui, c'est une moyenne. Et donc, face à ça, mais donc, parce que tu en as qui liquident à 67 et qui vont très bien. Et face à ça, en fait, c'est ça le vrai truc, un tiers liquide avant l'âge légal. C'est tout à fait exact, mais tout est une moyenne. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de faire une moyenne. La deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Françoise, il y a quand même un point qui m'a frappée en lisant quelques articles, y compris ce matin, c'est le fait que déjà il y avait un décalage entre la retraite des femmes et des hommes, et la réforme Touraine l'a aggravé, et on va vers une aggravation complémentaire. Or, je n'en fais pas une question d'égalitarisme pour l'égalitarisme, mais c'est une question d'équité sociale qui est vraiment pour moi un sujet de fond et dont personne ne s'est réellement saisi. Je n'ai pas entendu tellement de gens commenter ce point-là. Et enfin, les retraites minimum, en revanche, la contrepartie, c'est que ces retraites minimum soient réévaluées. Maintenant, la question qui se pose, pour la retraitée que je suis, c'est évidemment le fait de pérenniser un montant de retraite. Je rappelle que le système, c'est ceux qui travaillent, qui payent pour ceux qui sont partis. On a d'ailleurs, il y a un truc que personne n'a compris, y compris moi, pendant des années. On dit on cotise pour la retraite. Mais en fait, c'est un impôt. Mais bien sûr. On n'est pas cotisant, ce n'est pas une retraite par capitalisation. C'est pas du salaire différé. Ce n'est pas du salaire Tout différé. à fait d'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas compris quand on discute avec les gens, quel que soit d'ailleurs le niveau social. C'est assez frappant. Et on a la chance
d'avoir le jeune Erwan Tison, économiste, à peine 30 ans, qui vient nous voir, et qui, lui, a tout à fait ça en tête. Et à chaque fois nous reprend en disant, arrêtez de dire que c'est du salaire différé. Ma génération à moi, celle d'Erwan, aura un taux de remplacement qui sera peut-être divisé par 2 par rapport à celui dont nous allons bénéficier. Jérôme? Ouais, tu nous invitais à prendre un peu de recul. Alors moi, j'aimerais souligner un lien qui est occulté, dont personne ne parle. C'est celui entre financement des retraites et chômage. Il faut savoir que notre système de financement des retraites, et c'est ce que tu viens de dire, Mecca, nous coûte des points de chômage. Et nous coûte beaucoup de points de chômage. Comme tu disais, ce sont les cotisations sociales, donc patronales et salariales, qui financent aux 2 tiers notre système de retraite, ce qui renchérit considérablement le coût du travail. C'est une des raisons pour laquelle nous manquons de bras dans les services hôtellerie-restauration, même du côté des infirmières. Oui, le travail est pénible, mais c'est surtout qu'ils ne payent pas suffisamment au regard du travail effectué. Et donc, il y a un exemple que j'ai déjà donné, c'est mon cas personnel, je suis fonctionnaire, payé par le ministère de l'Éducation nationale. Pour chaque euro de salaire net que je perçois sur mon compte bancaire, il y a plus d'1 euro qui est versé aux caisses de retraite. Donc si je me laisse aller une formule égocentrique, je dirais que je travaille davantage pour les caisses de retraite que pour moi-même. Bon, c'est pas une formule que j'aime parce qu'elle est égoïste. Mais ça souligne quand même le problème. Et donc, tu parlais de cotisants, peut-être le terme est mal choisi, mais quand on regarde le nombre d'actifs qu'il faut réunir pour financer les retraites, en 1950, c'était 5 actifs pour financer une retraite. Il y a 20 ans, c'était 2 actifs pour financer une retraite. Aujourd'hui, c'est 1,6 actifs, parce que nous avons quand même un quart de la population française qui est à la retraite. Et en 1950, ce sera 1,2. C'est-à-dire qu'en 1950, nous aurons quasiment... Chaque actif aura sur les épaules... En 2050, tu veux En dire. 2050. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, tu avais dit 1950. Mais oui, on avait en 2050, pardon. Chaque actif aura à lui seul sur les épaules le financement quasiment d'une retraite. Et ça, c'est pas une question d'équilibre macroéconomique. Est-ce que les dépenses, les recettes suffisent à financer ? Est-ce qu'on est en excédent d'une année sur l'autre ou non ? C'est notre système social en entier qu'il faut repenser. Ça, malheureusement, ça a été occulté. Mais c'est très juste ce que tu dis. Ça rend la position des syndicats encore plus incompréhensible. Parce les syndicats ne défendent pas les chômeurs, tu le sais. Oui. Jamais. Oui, mais c'est aussi, ça pèse aussi, combien 25, 26, 27% sur les salariés, sur ceux qui travaillent. Bien sûr. Donc c'est là où... Alors, une voie qui avait été exploitée, mais abandonnée du fait du mouvement des Gilets jaunes, c'était de gonfler les taux de CSG pour les autres formes de revenus. Ben oui. Notamment pour les retraités. Des retraités. Ah ben oui. Et quand les seniors sont venus gonfler les rangs des Gilets jaunes, le gouvernement, il a eu peur, il s'est arrêté là. C'est dommage parce que le taux de CSG, en plus, le CSG qui s'additionne pour les salariés aux charges salariales et patronales, bien sûr, il est supérieur au taux qui s'applique sur les retraites. Bien sûr. Et on pourrait aussi, alors peut-être... Tiens, j'ai appris encore un truc sur les retraités. Alors, parce qu'on en apprend, on apprend tous les jours. Je ne savais pas ça du tout. Quand vous êtes salarié, que vous faites votre déclaration de revenus, vous avez un abattement de 20% automatique. Voilà. Et ben, il existe, pour frais professionnels, il existe toujours quand vous êtes retraité. Vous avez toujours un abattement. Ça, c'est complètement fou. Oui. C'est ahurissant. Bon, mais tu sais pourquoi, enfin, c'est tous pourquoi, c'est ceux qui votent. Bien sûr, la démographie électorale fait que... Voilà. Moi, le sujet, on a déjà un peu parlé hier. Je crois que le président de la République porte une lourde responsabilité quand même là-dessus. C'est-à-dire qu'il en a fait une espèce de victoire ou défaite personnelle. Enfin, ça aide pas. Tout à coup, c'était plus les retraites, c'était pour ou contre Macron. C'est va-t-il y arriver, va-t-il réussir, etc. Non, bien sûr. Alors, il n'est pas tout seul. Enfin, je pense qu'il a eu un écho considérable de la part de tout le monde, et les médias, les autres politiques qui ont contribué à en faire un sujet politique immédiat autour de Macron et du sujet de Macron, au lieu de poser le problème tel qu'on... Ouais, t'as raison, c'est peut-être plus de notre faute que de la sienne, en fait. Enfin, non, mais c'est pas, tu n'as pas tort, François. Il a pris ça comme une espèce de flambeau, ça me paraît évident. Mais à l'inverse... Journalistiquement, on s'est dit, ouh là là, le sujet est ardu, aride, les trimestres, machin, personne n'y comprend rien, comme dit Mecca et tout. Hop, allons raconter une histoire politique pure. Et puis après, il y a eu des prises de position en disant, on n'en a pas besoin, y compris le MEDEF. Bon, donc, il y a plein de gens qui ont eu la trouille. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que Geoffroy Roux de Bézieux avait dit, on n'en a pas besoin. Je peux changer, là. Mais enfin, bon, à un moment donné, tout le monde avait un peu la trouille de poser le sujet. Mais c'était au printemps. C'était pas il y a très longtemps, non? Comme le temps passe. C'était normal aussi parce que les entreprises, depuis des années, sont finalement plébiscitées
par l'ensemble de la population, et notamment les salariés. Ça s'est très bien passé pendant le Covid. Un truc qui allait être explosif, je comprends que le MEDEF n'ait pas eu envie. Je pense que c'est comme ça, en tout cas, moi, que j'explique, qu'il n'ait pas eu envie de rajouter une couche là-dessus. Mais quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas bien expliqué, ce n'est pas une pédagogie compréhensible pour que tout le monde comprenne. C'est pas une question de dette, de machin, de macroéconomie, de où va la France, etc. C'est une question de système de solidarité sociale, parce que le système français est un système de solidarité sociale, et il faudra qu'on puisse le comprendre. Maintenant, moi, je suis d'accord avec François. Je ne pense pas que c'est Macron qui en ait fait une question de fixette. Oui, non, mais vous avez raison. Je pense que tout le monde est remonté en disant oui, c'est pour ou contre. Finalement, c'est la bonne histoire à raconter. T'as raison. Il y avait le truc avec Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe en faisait aussi une. Oui. Donc voilà. Donc c'est une question qui est devenue, et c'est dommage d'ailleurs parce que c'est une question très sérieuse et qui nous concerne tous d'ailleurs en l'occurrence. C'est aussi aux citoyens de s'éduquer un minimum sur la question. On ne peut pas toujours dire pas assez de pédagogie. C'est un sujet qui est complexe. Ne serait-ce que ce que tu disais en préambule, l'âge de départ légal à la retraite, qui est très symbolique, parce que tout est lisse finalement. On peut partir avant avec une petite décote. Après, les questions, c'est si je pars avant, combien de décotes ? C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est pas simplement un âge symbolique de départ qui est légal et qui en plus n'est quasiment, enfin qui est pratique. Et tu parlais de moyenne, des agents de la RATP qui partent à 55 ans à la retraite encore. Oui, mais alors ça. Non, mais c'est pour dire que c'est une moyenne. Je l'ai dit 2-3 fois. Les régimes spéciaux, c'est 1%. À la fin, là, voilà, c'est 1% des dépenses de retraite, c'est 3 milliards sur 300 milliards. Voilà. Bon. C'est un pacte social dans une entreprise. C'est-à-dire que les gars qui sont rentrés savaient qu'ils rentraient à ces conditions-là. Donc, tu as des conditions de salaire aussi qui s'alignent. Et ça pourra peut-être te surprendre, mais moi, je ne suis pas pour tirer sur les régimes spéciaux. C'est un pacte social dans une entreprise, de la même manière que ce qui s'appelle les services actifs, c'est ça. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont dans la rue, etc. Et tout. Tu te dis, ils ne font pas un boulot finalement beaucoup plus compliqué que ceux qui construisaient les immeubles de Gessina à une époque, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un pacte social dans une entreprise. Je comprends que ce soit compliqué de le réformer, je suis désolé. Mais il est déficitaire. La RATP a besoin... Non, mais attendez. L'impôt des Français finance ce système des retraites accordé aux agents de la RATP. Bien sûr. Donc à ce moment-là, l'électeur a son mot à dire. 1%. 3 milliards. Mais alors, attendez, c'est 3 milliards par-ci, 3 milliards par-là. Oui, d'accord, tu as raison. L'autre sujet, c'est aussi, on parlait de l'âge symbolique. Je rappelle que les salariés en France peuvent rester travailler jusqu'à 70 ans. Et de plus en plus, on ne peut pas les virer de force, ni les mettre à la retraite de force. Ils peuvent rester travailler jusqu'à 60 ans. Alors, pas les fonctionnaires, hein. Non, je parle des entreprises privées. Okay. Dans le privé, c'est 70 ans, on peut travailler jusqu'à 70 ans. Donc, c'est un... Et ça pose le problème des emplois des seniors, d'ailleurs, qui est un vrai sujet. En fait, on a l'impression que c'est tout ça qui est le sujet. Tout ça, c'est relié et doit dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Mais, il y avait des chiffres, moi d'ailleurs, qui m'étonnaient. C'est le doublement. Ce matin, il y avait un chiffre sur le doublement du taux d'emploi en Allemagne des seniors. Mais bien sûr. Donc, et on en est à différence. Mais bien sûr. Enfin, eux, ils ont doublé, ils ont 2 fois plus de taux d'emploi. Depuis, en fait, là encore, la statistique qu'on voit partout, c'est 55-65 ans. Non, il faut... Depuis la réforme Woerth et donc depuis les 62 ans, en fait, tu n'as plus de problème. Tu es revenu dans la moyenne sur 55-60 et tu as maintenant effectivement un sujet sur 60-65. Mais c'est une question que je voulais vous poser. Les entreprises vont s'aligner obligatoirement, forcément. Alors c'est vrai que dans la jointure, c'est compliqué, mais les entreprises vont aligner la façon dont elles regardent leurs seniors avec l'âge légal. C'est-à-dire quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, on commence à se dire qu'il faut le former s'il faut le former. Il y a une dizaine d'années, c'était peut-être pas le cas. Voilà. Non, mais le bridge faire le pont entre la date, le temps qui permet de faire une espèce de pré-retraite portée plus ou moins, etc., il décale au fur et à mesure du sujet. Oui. Donc oui, tout le monde va s'adapter. Oui, puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas envoyer les gens en pré-retraite massivement, ne pas recruter de l'autre côté et puis se retrouver à avoir des tas de choses à faire, surtout si on veut relocaliser. Il y a quand même des mécaniques que tout le monde peut comprendre. De plus en plus de retraités. Une retraite de plus en plus longue, c'est fort heureux du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite à 60, dans la moyenne... On a 25 ans à peu près. 25 ans pour une femme, 20 ans pour un homme. C'est ça. Les retraites de plus en plus longues et les pensions de retraite aussi qui augmentent parce que les cotisants avaient eux-mêmes des salaires plus élevés qu'autrefois. Donc, plus de retraités, des retraites plus longues et chaque pension individuelle plus élevée en moyenne. Donc, on voit bien les forces en jeu, la mécanique. Mais on va te répondre, taxer les riches.
Non, pas forcément. On va te répondre. Le gouvernement répond. Travailler plus longtemps. Mais là où je dis il n'y a pas de consensus, c'est que tu as... peut-être pas la moitié du pays, mais la moitié des forces politiques représentées, voilà, qui vont te dire taxer les riches. C'est bien dit. Ah bah oui, qui vont te dire taxer les riches. Non, j'avais un petit mot sur ce, parce qu'on verra ce que peut-être qu'elle ne le dira pas là maintenant. Justement, l'idée d'un index senior, mesdames, comme il y a un index égalité homme-femme, et qui est maintenant d'ailleurs rendu public. Hein, on a franchi un palier. Ça me paraît pas très opérationnel pour être honnête. Hein. Traduire dans un seul index la problématique d'évolution des compétences au sein d'une entreprise, moi, ça me paraît beaucoup plus compliqué que la partie, que simplement la diversité, qui par ailleurs est intéressante, mais c'est qu'un indicateur. Ça ne traduit pas uniquement la politique de diversité d'une entreprise. Donc moi, ça me paraît pas être très utile. D'accord, Meka. Je pensais la même chose de l'index de l'égalité, pour avoir fait énormément de choses pour l'égalité homme-femme dans ma vie antérieure. Bah, puis tu étais dans le bâtiment, quand même, hein, là où, secteur où la question se pose. Ouais. Et finalement, on a été numéro 1 de la féminisation des sociétés cotées du SBF 120 pendant 5 ans. Mais finalement, je trouve que ça permet de mesurer. En fait, l'intérêt, c'est de commencer à mesurer quelque chose et apprendre en marchant de quelle manière on va le faire. Je suis d'accord, ça ne va pas régler le problème, mais au minimum, ça donnera une idée de quoi on parle, parce que sinon, ça restera toujours théorique. Les jeunes, les vieux, tout ça, ça reste théorique, et tout ça, c'est relatif, finalement. Et les critères de pénibilité, Meka, puisque tu étais complètement dedans. Donc, on rappelle, c'est les 3 critères de posture qui ont été retirés, finalement, de la loi pénibilité, mais qui pourraient revenir. Et évidemment, le bâtiment est en première ligne là-dessus. Moi, je pense que les pénibilités physiques, c'est très important. Maintenant, compliqué à mesurer, visiblement. Hein. J'entendais à la radio quelques interviews qui étaient faites de passants qui passent, genre « Ah oui, mais vous savez pas, moi, je suis comptable et c'est vraiment très pénible ce que je fais. » Je veux dire, il faut... Ça, c'est sûr que la vie est pénible et que le travail est pénible. Mais bon. Non, mais là, il y avait 3 critères précis, transport de charges lourdes, penché en avant, et puis les taux de vibration, qui sont visiblement très compliqués à mesurer pour les entreprises. C'est très compliqué à mesurer. Et en même temps, quand on entendait tout à l'heure le marteau-piqueur à côté... Tu vas peut-être revenir, d'ailleurs, après. oui, tout à fait. C'est quand même quelque chose qui est très physique. Tout à fait. Donc, tu penses que... Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une partie de mesure de pénibilité physique, parce que ça impacte, alors là, la santé, y compris la sécurité sociale derrière. Puisqu'on est dans les histoires d'égalité homme-femme, puis comme ça, je serais sûr de ne pas le rater cette fois-ci, parce que je l'avais raté la dernière fois. Les filles et l'industrie, là, donc c'est intéressant. Hein. Bercy se mobilise, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est comme ça que les choses étaient présentées. Bercy se mobilise pour qu'il y ait davantage de filles dans l'industrie. Donc, il y avait une réunion entre le ministère de l'économie et des finances et Pap Ndiaye et le ministère de l'Éducation nationale, qui dit en fin de 3e, les collégiens ne sont capables de nommer que 10 à 20 métiers au mieux. Bon, je n'ai pas trouvé ça... Des métiers de l'industrie ? Des métiers en tout. Bon. C'est pas possible, ça. Ah ouais, c'est vrai, tu peux nommer plus de 20... On va pas faire l'exercice, hein, mais nomme plus de 20 métiers comme ça, spontanément. Tu parles de l'industrie, là. Non. Tu ne me parles pas du boulanger, du médecin, de l'instituteur, quand même. Ouais, bah vas-y. Ah ouais, c'est facile. Bon, enfin, bien sûr, c'est facile. À qui la faute ? Responsabilité des enseignants qui ne mobilisent pas assez les jeunes filles en disant si, c'est pour vous. Responsabilité des entreprises. Dans cet article que je vous avais envoyé, il y a le témoignage d'une apprentie qui dit ils sont bien gentils, mais moi j'ai pas de vestiaire. Voilà, c'est aussi bête que ça. À qui la faute ? Et où est-ce qu'il faudrait appuyer pour agir ? J'aime pas tellement parler de faute parce qu'on n'est pas Dieu pour distribuer des... Mais la réalité, c'est que les filles sont les meilleures élèves à l'école. Donc, il suffit juste de leur donner la chance de faire des rires. Moi, ça ne m'étonne pas que les enfants en fin de 3e ne puissent citer qu'une vingtaine de métiers, parce que dans cet article, un enseignant dit, c'est vrai qu'on ne les connaît pas finalement, les métiers de l'industrie. Non. Donc ce sont les métiers de l'industrie, c'est 20 métiers de l'industrie. Non, mais non, c'est trop gros, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne le savent pas, et pour avoir fait des réunions en son temps... Il faut que tu retournes en collège, Jérôme, pour avoir une idée de l'effondrement que ça représente, malheureusement. C'est très difficile pour des enfants en fin de 3e, y compris mon petit-fils, de dire ce qu'il a réellement envie de faire, qu'est-ce que c'est qu'un stage de fin de 3e, etc., quel est l'intérêt, etc. Alors, je pense que
Je ne sais pas si on peut dire que c'est la faute des entreprises, parce que les entreprises sont un peu dépassées aussi dans ces trucs-là. Ils font de mieux qu'ils peuvent. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose de considérer que c'est important, qu'il faut orienter les filles vers l'industrie. L'industrie qui est de plus en plus technologiquement avancée, donc nécessite pas tout le temps à porter des charges lourdes, des choses comme ça. Encore qu'une femme porte énormément de charges lourdes avec des enfants, des machins, le porte-bébé, enfin, tout un tas de trucs. Donc il ne faut pas non plus penser que les femmes ne portent rien. Et commencer à s'intéresser à ça parce qu'elles peuvent y aller. Et franchement, sur les chantiers, on voit de plus en plus de femmes et les grandes entreprises mettent en place ce qu'il faut comme vestiaire, comme machin, comme truc. C'est une question d'état d'esprit. Maintenant, pour avoir fait du chantier moi-même quand j'étais jeune, sur le terrain, dans l'industrie, dans les métiers compliqués, quand une fille sait être acceptée, se faire accepter et faire partie du lot, il n'y a aucun problème. C'est plus difficile dans les bureaux parfois. Ah, dis donc. Oui. T'as moins de MeToo sur les chantiers que dans les bureaux, c'est ça que tu es en train de nous dire, Meka. Voilà, moi, pour le dire. Non, mais c'est intéressant. J'ai eu droit à mon bizutage. C'est tout à fait possible. Ouais, t'as droit à ton bizutage, mais c'est tout à fait possible. Plus grossier, peut-être. Ouais. Enfin, alors moi, je pense qu'il y a vraiment un rôle commun des entreprises et de l'enseignement. Je pense on n'enseigne pas les matières scientifiques de façon à les rendre attractives pour les filles. Et finalement, les filles qui font des maths et des sciences, elles n'ont pas envie d'aller dans un univers industriel, et pas parce que les métiers ne les intéressent pas, mais parce que l'environnement de ces métiers n'est pas attractif. Moi, j'ai des filles qui ont fait des bacs S, et quand on parle, et je parle, par exemple, la techno, il n'y a pas de pénibilité. Enfin, je trouve que le discours, par ailleurs, autour du sujet est quand même terriblement ringard et patronisant. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Dans la techno, il n'y a pas de sujet de pénibilité, et pourtant, les filles n'ont pas envie d'aller rejoindre des équipes de geeks dont elles se disent ça va pas être sympa, c'est pas mon univers, c'est pas attractif, c'est pas fun, machin, etc. Donc il y a un vrai sujet, c'est pas un lourd problème à changer, ça. De connaissance des métiers, c'est un problème d'attractivité des équipes, de l'environnement de ces sociétés. Et finalement, peut-être qu'un chantier sur le terrain, c'est beaucoup plus attractif qu'une équipe de geeks poilus et mal rasés et qui puent pour les filles. C'est marrant, j'y pensais au moment où tu le disais, dis donc. Les filles, vous voyez les mecs en chaussettes, là, on voit les développeurs, là, les devs et tout. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, pourquoi ils sont comme ça? Ah, mais c'est vrai. Et c'est ça. Et du coup, il y a vraiment un travail vraiment à faire, à la fois pour que l'enseignement des matières scientifiques soit réellement plus attractif pour les filles. L'enseignement de la physique et de la chimie n'est pas... Il y a une attitude des profs sur ces sujets-là qui est la tradition, de la tradition. Ils parlent à des garçons. Et la physique. Et puis, rendre l'univers de ces emplois plus attractifs. Et il nous faut des filles, non seulement dans l'industrie, mais dans la techno. Il nous faut des filles parce que sinon, elles seront nulle part. Quoi. Il y a un aspect culturel aussi indéniable. Quasiment 3/4 des effectifs de nos écoles d'ingénieurs sont des garçons. C'est terrible. Des garçons. Donc, alors peut-être un peu... Et ça ne progresse pas. Ça recule même un tout petit peu. On en parlait avec Françoise avec les chiffres qu'on avait. Ça recule même un tout petit peu, en fait, récemment. Là. Ça recule dans le sens la proportion, il y a de moins en moins de filles. Ah oui. Et voilà, il y a eu Actuellement, on est à 28%. C'est ça, il y a eu un petit effet à un moment, un petit rebond, et puis là, à nouveau, c'est en train de reculer. Mais peut-être qu'il nous faudrait culturellement souligner certains parcours. On a quand même une première ministre qui est polytechnicienne. C'est ça. Nous avons une astronaute française qui a fait super-héros. Et elle raconte elle-même qu'elle a été influencée dans sa jeunesse par la lecture de la biographie de Marie Curie. Une époque, elle ne le souligne pas, mais je le fais pour elle. Quand elle était enfant, Marie Curie était en effigie sur nos billets de 500 francs. Voilà. Mais c'est des petits détails, mais qui permettent de façonner une représentation culturelle dans laquelle les filles peuvent se projeter. Mais si je veux rebondir là-dessus, alors moi qui suis ingénieur de formation, de mon temps, il y avait 5% de filles dans les écoles d'ingénieurs et dans les prépas. Et quand on avait 5%, c'était un gros pourcentage. C'est vrai que le pourcentage a augmenté, mais c'est vrai que l'enseignement n'est pas fait de façon suffisamment attractive. Et puis, à la française, l'enseignement est fait pour les gars entre eux. On ne travaille pas en équipe, on ne fait pas de la transversalité. Donc les filles qui y arrivent, nous étions 5% de filles,
je suis la seule à avoir fait un parcours professionnel. Les autres sont allés vers l'enseignement. Une fois la prépa passée, on va sur des filières, disons, plus adaptées pour devenir maman, machin. C'est comme si c'était contradictoire. Mais encore une fois, les filles sont très très bonnes en maths et physique. Donc, il n'y a pas de problème. Et elles sont intéressées souvent par les parcours en biologie, mais qui sont plus représentés à l'université que dans les écoles d'ingénieurs. Il y a aussi la techno en biologie. Parce que, par exemple, prenons Aurélie Jean, qui est une mathématicienne. Eh bien, elle a fait énormément de travail sur les algorithmes pour la biologie et pour la recherche sur le cancer. Nous avons un prix Nobel de chimie, voilà. Mais le grand tabou, le grand truc indicible, c'est en fait, il faudrait arrêter l'école mixte. Et en fait, les garçons ralentissent les filles à l'école, mais ça, mais oui, mais c'est un beau sujet. C'est un beau sujet, mais c'est un fait. Les garçons ralentissent les filles à l'école. On marque une pause, on parle de santé. On repart. On repart avec le plan santé. Donc, j'avoue ma grande incompétence sur le sujet. Mais il se trouve que Jérôme, c'est une de tes spécialités. Donc, je cite à nouveau ce bouquin, puis on va le voir. Combien vaut une vie ? D'ailleurs, il a gagné un bandeau depuis. Moi, j'ai un exemplaire sans bandeau. Oui, c'était avant le. Il a gagné un bandeau avec le prix Turgot. Prix Turgot, prix du public. Et du jury. Alors j'ai rassemblé quelques chiffres quand même avant que tu n'as, parce que je me suis intéressé au truc grâce à toi. Donc c'est 307,8 milliards, donc j'ai les chiffres là 2021 de l'adresse. 307,8 milliards, donc l'ensemble des dépenses de santé, on va dire, en 2021, avec évidemment un effet du Covid. L'adresse estime que c'est à peu près 17 milliards d'euros d'effet Covid. Donc en gros, on est en rythme normal à 290 milliards d'euros, ce qui fait plus de 4 000 euros par habitant. Donc ça, c'est consommation de biens et soins médicaux, plus dépenses de soins de longue durée, dont 7% à la charge des ménages. 4 000 euros par... C'est un reste à charge qui est le plus faible du monde. Exactement, 7%. À la charge des ménages. La croissance est en moyenne de 3,5% chaque année, donc un peu plus de 10 milliards, sans compter cette fois-ci les affections de longue durée. Population vieillissante, ça explique. C'est 12,3% du PIB. Là, on est à peu près... même niveau que l'Allemagne, on va dire. Même niveau que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, mais ça on le sait, qui explose tout. C'est 17,8% du PIB. Et malgré ça, 51% des Français déclarent avoir un accès compliqué, long ou partiel aux services de santé. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le plan Macron, alors dans ce qu'il a annoncé une fois que j'ai donné l'ensemble de ces chiffres? On n'a pas le temps de discuter de tout, donc je vais juste parler d'un thème. Je vais parler le truc le plus important pour toi. Pour moi, c'est l'abandon du modèle T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité, qui est un modèle qui finalement traduit la manière dont le patient est traité à l'hôpital. C'est un modèle que l'on a appliqué il y a 20 ans et dont le président Macron vient de sonner le glas, donc ça va changer considérablement la manière dont le patient est traité à l'hôpital. Et il ne nous a pas encore indiqué par quel modèle il sera remplacé, mais je peux déjà vous dire que le nouveau modèle solutionnera des problèmes, mais en créera de nouveaux, parce que c'est toujours le cas. Donc si tu me donnes juste une minute, j'aimerais faire un rappel. Vas-y, c'est super intéressant. Au cours de ces 50 dernières années, nous sommes passés à 3 modèles successivement. Le premier, donc, dans les années 70, c'est l'hôpital aubergiste. Les hôpitaux, les établissements de santé sont rémunérés en fonction du nombre de nuitées. Effet pervers, les patients sont gardés plus longtemps que nécessaire. Typiquement, un service de natalité garde une jeune maman 1 semaine, voire plus. On a remplacé ce modèle au milieu des années 80, en 1984 pour être précis, par le modèle du forfait global. Dorénavant, les établissements, alors que ce soit santé, les établissements publics ou privés, avaient une enveloppe globale avec laquelle ils devaient se débrouiller pour soigner un maximum de patients. Donc là aussi, alors l'effet pervers est cette fois-ci dans l'autre sens. Le patient est gardé moins longtemps que nécessaire. Typiquement, avant ce nouveau modèle du forfait global, les services de natalité estimaient comme tout à fait normal qu'il s'écoule 24 heures entre les premières contractions et l'accouchement. Et désormais, si ça prend plus de 12 heures, on dépêche une équipe qui vient accélérer le processus. On a les actes de chirurgie ambulatoire qui passent de 20% en à peine 20 ans à 70%. C'est-à-dire on vous opère, mais vous rentrez chez vous. Oui, mais ça fait... Ça concourt d'un progrès, oui, voilà, etc. Il n'y a pas forcément des risques supplémentaires pour les patients là-dedans. Non, pas forcément, non, mais ça a quand même, si tu veux, des effets... Alors, un effet pervers concret, c'est par exemple le recours à la césarienne.
une naissance sur 10 avant ce modèle, une naissance sur 5 après ce modèle, alors que l'OMS dit qu'au-delà d'une naissance sur 7, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a bien sûr des bonnes raisons pour la césarienne. Médicale, j'entends. Mais là, c'est qu'il y a des raisons administratives qui prennent le pas, qui permettent au service de programmer. La jeune maman vient prendre rendez-vous pour une césarienne et potentiellement, ça pose problème. Donc, oui. Et donc, là, tu arrives à la tarification à l'acte. Il y a 20 ans. On supprime ce modèle du forfait global, on se sert notamment des avantages de l'informatique pour dire, voilà, maintenant, les établissements de santé vont être remboursés à l'acte. On voit bien l'usage des ordinateurs. Comment ils sont remboursés sur une moyenne nationale? Typiquement, une appendicectomie sans complications, c'est 2 500 €. Donc, si vous êtes un établissement de santé qui parvient à faire une appendicectomie pour 2 000 €, c'est 500 € en plus pour votre poche. Si ça vous coûte 3 000 €, c'est à vous d'aller trouver 500 € sur un autre poste pour financer cela. Alors, à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'est un changement de modèle qui est plébiscité par la gauche comme par la droite, parce que localement, se créent des synergies. Les établissements de santé se disent, puisqu'on est remboursé au coût moyen à l'échelle nationale, unissons-nous, achetons les matériaux médicaux, les actes de biologie, faisons des restructurations. Tel établissement être spécialiste de telle opération, etc. Avec une grosse efficacité. Gagne en efficacité. Mais l'effet pervers, tout le monde le voit aussi, c'est que maintenant c'est la comptabilité qui prend le pas sur l'hôpital. Donc il y a une distorsion dans l'offre de soins, c'est-à-dire que les établissements vont essayer de dispenser le plus d'actes qu'ils savent faire à moindre coût par rapport à la moyenne nationale, et ils essaient de ne pas trop en faire ceux qui leur coûtent plus cher que la moyenne nationale. Et en termes de ressources humaines, c'est catastrophique, c'est un petit peu ce qui abonde tous les articles de presse qu'on a depuis au moins 5 ans, voilà, c'est que le personnel hospitalier n'en peut plus. C'est-à-dire que les aides-soignants, les infirmières à qui on demande de ne pas passer plus de 5 minutes avec un patient, mais c'est insupportable. Elles ont fait ça, elles se sont investies d'une mission de service public, et on leur dit dorénavant, le patient c'est un numéro. Voilà. Donc tout ça, le président Macron a décidé, j'ai l'impression seul, il a fait son discours. Très bien. Il y a eu beaucoup de consultations. Là, beaucoup de consultations, je veux dire, avec le ministère de la Santé, etc. Mais il a dit, quand je dis il est seul, je veux mettre le point sur le fait que j'ai l'impression qu'il précipite un peu les choses, c'est-à-dire qu'il a dit c'est fini, mais il n'a pas dit par quoi on remplaçait ce modèle. C'est là où je l'attends, parce que il fallait bien sûr sonner le glas de ce modèle-là. Mais il a dit c'est fini, le sujet étant aussi que la tarification à l'acte ne prend pas en compte, mais tu l'écris très bien dans ton bouquin d'ailleurs, tout ce qui est prévention sort totalement en fait de la tarification à l'acte. Et donc tout ce qui est prévention et tout ce qui est maladie psychologique, et donc le post-Covid là-dessus accélère la réflexion. Si tu me permets juste un dernier point, je trouve que ce qui est en train de se passer est primordial, parce qu'il ne faut surtout pas répéter l'erreur que l'on a faite avec l'école. Aujourd'hui, nous avons un service de soins promulgué par l'hôpital, les établissements publics, qui est de très grande qualité. Il est en train de se dégrader, et il ne faut surtout pas qu'on en arrive comme ce qu'on a fait avec l'école, ce qui est déjà le cas aux États-Unis. Si vous voulez bien vous faire soigner, il faut aller dans un établissement privé. En France, ça n'est pas le cas. Les Français, d'ailleurs, sont de manière générale, comparativement, en très bonne santé, il faut quand même le rappeler. La sécurité sociale, c'est ce que tu disais, le reste à charge des patients, le plus faible du monde. La sécurité sociale rembourse énormément de choses, et on pourrait imaginer que dans ce contexte-là, elle rechigne à faire rentrer dans le panier de soins des thérapies qui sont chères. Eh bien, ce n'est pas le cas. La France fait partie des 2 seuls pays au monde qui remboursent le médicament le plus cher du monde, le Zolgensma, 2 millions l'injection. C'est les États-Unis et la France qui remboursent. Ce sont les 2 seuls à rembourser par le secteur public, j'entends cela. Donc, la sécurité sociale est en plus très généreuse dans le panier de soins auquel a accès les Français. Ça lui confère... Tu ne trouves pas? Disons qu'il y a... Enfin bon, on va pas là, mais il y a eu d'autres exemples. Il y a d'autres exemples, de ce qui s'était passé pour l'hépatite C, par exemple. Oui, alors là, c'était un scandale sanitaire. Oui, mais la Sécu a dit non, c'est trop cher, quoi. Donc, finalement, avec un Américain, ils l'ont fait, mais enfin, il a fallu leur tordre le bras, quoi. Quand vous dites à un Américain qu'en France, ça ne coûte rien, je parle juste sur l'aspect monétaire, d'avoir un cancer, il n'en revient pas. Aux États-Unis, vous avez un cancer, vous devez payer de votre poche une part. En France, ça ne coûte rien. Ça coûte sur d'autres plans. Mais tu as peur que un truc bricolé, en fait, en annonçant la fin de la tarification à l'acte, sans dire le reste, donc sans doute d'ailleurs, parce qu'il sent qu'il va avoir un problème social à gérer avec les retraites, donc
on va essayer de ne pas en allumer un autre à l'hôpital. Il y a le temps politique. Voilà, il y a le temps politique, mais il ne faut pas qu'ils bricolent un truc derrière qui pourrait paupériser encore plus l'ensemble des soins. Et le cœur, c'est l'hôpital quand même. Tu parles de l'hôpital, et en fait, le cœur, c'est l'hôpital, parce que ce qu'il dit là, il y a un autre élément important sur le partage de garde et sur et l'idée que nos merveilleux médecins libéraux vont peut-être quand même à un moment faire un peu de garde. devoir faire un peu de garde. Voilà, il y a des sujets là-dessus. Oui, il y a plein de sujets. J'en donne juste un dernier. C'est par exemple le rapport que l'on a aux médicaments. Ouais. Le fait que la sécurité sociale rembourse les médicaments confère à cet organisme un pouvoir de négociation qui est incomparable à tous les autres pays. La France paye moins cher ses médicaments que les autres pays, il faut le savoir. Alors, le cas extrême, c'est les États-Unis qui en moyenne payent entre 2 et 4 fois plus cher les médicaments que ne les achètent les Français. L'effet pervers, ça va te paraître un détail, comme tu me dis, ça n'est que quelques milliards, mais quand même, je tiens à le souligner, c'est que les Français ne sont pas suffisamment sensibilisés au gaspillage. Il faut savoir que la consommation non hospitalière de médicaments, c'est 1/5 des dépenses de santé. 1/5 des dépenses de santé, c'est la consommation non hospitalière des médicaments. Il nous est déjà tous arrivé de sortir de chez le médecin avec une ordonnance et de se poser la question, est-ce que je m'embarrasse de repasser par chez moi avant d'aller à la pharmacie pour vérifier que je n'ai pas le médicament? Non, bon allez, je vais quand même à la pharmacie, tant pis, j'ai pas envie de mettre le nez dans ma pharmacie. Tu as tellement raison là-dessus, c'est vrai. Dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Les médicaments, il faut les payer de sa poche, donc on n'a pas le même comportement. Ce qu'on ne fait pas pour aller acheter du pain, quoi. C'est-à-dire, tu as parfaitement raison. C'est 18% des dépenses de santé. 4 500 € par habitant. Tu fais 18% de cela qui Voilà. Pas le gaspillage, la consommation de médicaments non hospitaliers. Ah oui, mais pas le gaspillage. Non, mais quand même. Parce qu'il y a quand même de l'automédication parfaitement légitime. Mais l'automédication au Doliprane, c'est toi qui la payes. Mais oui, voilà. Je parle des médicaments avec ordonnance. Tu reconnaîtras qu'il y a au moins 1/10 de ta pharmacie qui est redondante. Tu as parfaitement raison. Ça fait tilt dans mon esprit. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ces sujets de santé, mais je voulais revenir sur le thème. Tu lis ce bouquin, mais c'est formidable. Ça, en sortant d'ici, je vais aller m'acquérir. Formidable. Je vais le faire signer. Non, puis en plus, il va rougir, mais en plus, il est écrit. C'est-à-dire que... c'est ça. Mais ça, je l'avais dit quand on en avait discuté ensemble, les jeunes économistes se mettent à faire ça de plus en plus. Thomas Philippon aussi, etc. Ouais. C'est-à-dire... C'est un peu écrit comme une enquête. Oui, c'est ça. Et donc, ça se lit, quoi. C'est chouette. Non, en fait, il y a 20 ans, quand on a mis la tarification à l'acte en place, c'était un progrès parce que, justement, la technologie permettait le déambulatoire. En fait, l'extension de déambulatoire. C'est comme ça, en tout cas, que c'était présenté à tout le monde. Et la technologie le permet, et c'est très bien comme ça. Effectivement, il y a tous les effets pervers, mais moi, je vois quand même la contrepartie de ça, justement, pour ce que tu dis de ne pas bricoler, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation, parce qu'en même temps, il faudra regarder le numerus clausus. Aujourd'hui, trouver un médecin généraliste relève... Ça met 10 ans, Mecca. Il l'a dit d'ailleurs, le président de la République, il faut 10 ans former un médecin. Et bien sûr qu'il faut 10 ans. Donc ça, il a sauté, le numerus clausus. Sauf qu'il n'a pas sauté, il est toujours là. Quand on discute avec les médecins dans les différentes spécialités, le numerus clausus est toujours là et on ne l'a pas fait sauter. Donc il faudra que la réforme tienne compte aussi du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait le numerus clausus sur ceux qui font, mais sur les administratifs derrière pour ne pas retrouver le nombre de médecins augmente mécaniquement en proportion de l'augmentation de la population. C'est le cas en France. Or, les autres pays qui nous entourent ont augmenté plus que proportionnellement que la population. Ce qui est nécessaire avec le vieillissement de la population. Il y a quelques décennies, ils étaient dans une situation moins bonne que la nôtre et aujourd'hui, ils nous dépassent. Ils ont plus de médecins par habitant. L'Allemagne, par exemple. Et on a besoin de moins d'administratifs derrière parce qu'en même temps, la technologie nous permet d'automatiser. Après, il va y avoir l'intelligence artificielle qui va balayer un petit peu sur les médecins généralistes. C'est un sujet plus global. Et surtout pour les personnes âgées, pour les accompagner. Oui. Moi, je pense que c'est un sujet passionnant d'évolution de l'efficacité d'une organisation et quand je dis d'une organisation, d'un système. Parce que c'est systémique, il y a un lien entre l'hôpital et la médecine libérale, et on le voit bien, etc. Donc, le sujet est d'une complexité pour qui s'intéresse au système complexe, qui est très amusant. Et effectivement, quand on appuie avec un seul levier et en parlant que des coûts, forcément, on fait des bêtises. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de regarder la partie qui va décider. Imaginez qu'une réforme, il faut que la réforme pose un cadre, de toute manière on en a besoin, mais après il va falloir que les acteurs sur le terrain soient capables de prendre une décision. On ne va pas réformer des systèmes aussi complexes et aussi différents, parce que la situation dans le Massif central ou dans l'Aubrac n'est pas la même qu'en région parisienne ou en Bretagne. Donc réformer le fonctionnement d'un système qui inclut la médecine libérale,
l'hôpital, enfin les cliniques privées et les hôpitaux publics va devoir passer par un échelon local qui soit capable de décider. Or, aujourd'hui, c'est clairement l'administration qui a joué un peu le régulateur, avec des grosses difficultés, parce que par ailleurs, il y a des corporatismes, il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler ensemble. Enfin, moi, je trouve frappant les médecins qui disent, mais il ne faut surtout pas qu'ils sont surchargés, ils ne peuvent pas prendre des clients supplémentaires, mais ils ne veulent pas qu'on délègue des actes simples. Simplement du fait du remboursement. Parce que vacciner quelqu'un, ça prend 5 minutes et ça rapporte autant que s'entretenir avec une heure avec un patient. Néanmoins, c'est un sujet qui, de bon sens, on doit être capable de... On voit bien que d'un point de vue comptable, on pourrait tout à fait rectifier la chose, ce qui fait que les médecins, tout à coup, ils sont très heureux que ce soit les pharmaciens ou d'autres gens qui se mettent à faire de la vaccination. Mais c'est la réforme, on peut pas faire c'est du gros re-engineering et c'est comme si dans l'entreprise, on se disait on travaille que par des coûts unitaires. C'est pas comme ça qu'on fait. On travaille sur des organisations, on travaille sur des fonctionnements, etc. Donc tout ça, ça sera nécessaire si on veut faire des progrès. Et je suis un peu ça va m'intéresser de voir comment on va poser ce sujet de la réforme du système décisionnaire. Je suis à 2 doigts de me dire qu'il faudrait un cabinet de conseil pour s'occuper de ça. Des chances pour qu'il en faille un. Il y en a beaucoup. Parce que ça va être sensible aussi en termes de pouvoir respectif de l'administration, des médecins. Non, mais tu as raison, François. La gouvernance est dramatique et très compliquée. Tiens, alors c'est trop tôt, je ne pouvais pas vous en parler, mais en matière de gouvernance, il faut que vous regardiez, je ne sais pas si vous vous intéressez au football, mais il faut que vous regardiez ce qui se passe autour de nos fédérations sportives, c'est passionnant. Passionnant comme, je le dis juste d'un mot, mais passionnant comme d'excellents résultats peuvent placer un dirigeant, et je pense que c'est vrai dans les entreprises aussi, à partir du moment où la gouvernance n'est pas solide. Mais à une rapidité folle, c'est-à-dire qu'il peut perdre contact avec le réel avec une rapidité folle et mettre par terre en fait tout ce qu'il a construit. Évidemment, mais bien sûr que ça existe. Oui, mais là c'est emblématique. On en a parlé ensemble, on a toujours des problèmes à parler de gouvernance et à rendre le sujet un petit peu sexy, etc. Et tout. Là, avec nos 2 fédérations sportives de football et de rugby, on a vraiment des fédérations qui ont des résultats évidemment exceptionnels. Et des dirigeants qui se comportent mais de manière invraisemblable et dont on réalise qu'il n'y a aucun ton de voir. C'est ça, c'est le principe de gouvernance. Non, bien sûr. Mais à tel point qu'on ne peut même pas les démettre, quoi. C'est quelque chose de spectaculaire. Oui. Donc, vive la gouvernance. Voilà. Hein, oui, c'est pareil dans les entreprises. Sauf que dans les entreprises aujourd'hui, et notamment les entreprises cotées... Il y a beaucoup de règles. Voilà. Ce serait absolument pas acceptable. Aujourd'hui, je pense que le passé nous a raconté quelques histoires croquignolesques sur ces sujets-là, mais je pense qu'effectivement... On a rectifié le tir. Tout le monde a rectifié le tir et on est dans un schéma qui essaie au moins de canaliser ce type de situation. Mais c'est un phénomène... Pourquoi ça m'a fait penser à ça? Je ne sais plus. Parce qu'on parlait de gouvernance Parce qu'on parlait de gouvernance, ah oui c'est ça, et que le management d'un hôpital est quand même quelque chose d'horriblement complexe et que tu n'apprends pas dans les études de médecine. Enfin, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Voilà, c'est ça le truc. Il y a des écoles pour les directions hospitalières, mais avec un angle administratif. Mais là, c'est au niveau de l'hôpital. Là, on va en parler du système de santé, incluant les autres parties prenantes. Bon, il y a encore un truc à dire rapide. Les enjeux de la technologie. Tout ça est passionnant. Parce que le président Macron, il veut aussi. Attends, avant de parler des enjeux de la technologie, non, parce qu'on en a dit un mot, effectivement, Ah oui, tiens, il y a ce chiffre-là aussi, quand même. 600 000 patients atteints de maladies chroniques n'ont pas de médecin traitant. Ouais, c'est fou. 600 000 patients atteints de médecin traitant. Et tu disais, nous avons la puissance d'acheter les médicaments les moins chers. Oui. Résultat des courses, on n'a plus de paracétamol. C'est-à-dire que... Et voilà, c'est-à-dire que tu as aujourd'hui une industrie pharmaceutique qui était très puissante. Et qui problème des contraintes de capacité pour l'industrie, c'est la même chose lorsque l'Europe avait négocié. Tu as désarmé le truc parce que tu étais plus compétitif par rapport au prix que accepte de payer. Mais c'est ça. L'Europe, tu te rappelles, avait négocié le prix de l'achat des vaccins contre le Covid, et on était les derniers. Alors, au début, on se disait c'est super, on a réussi à négocier un prix largement plus bas que l'ont fait les États-Unis, et puis finalement on était les derniers servis, quoi. Donc finalement, on était servis. Juste, il y a autre chose que je voulais. Enfin non, c'est juste un chiffre que je vais donner parce qu'on disait tout à l'heure.
on consacre à peu près un peu plus de 12% de notre PIB aux dépenses de santé. C'est à peu près la même chose que l'Allemagne, mais il faut savoir que c'est deux excellents pays. En fait, on a des dépenses par habitant qui sont en France, 25% supérieures à la moyenne de l'Union européenne. D'accord. Donc les Français, contrairement à ce qu'ils croient, la France dépense beaucoup. Voilà. Elle dépense beaucoup. Et elle dépense beaucoup à titre public. Et avec, alors quand même, je veux votre avis là-dessus aussi sur le... Tiens, on va mettre la mode du dividende et puis on va remettre, on avait parlé hier, le truc du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel et Maïf, donc sur le dividende social, je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, mais on va voir... Nouveau détournement sémantique. On va voir l'image. Voilà, le dividende sociétal. Ouais. Vous en pensez quoi, mesdames ? Avec quand même, les gars se contentent pas, donc tout ce qu'on a vu là, les gars se contentent pas de le faire, à la limite, pourquoi pas. La gourmandise des actionnaires pour les dividendes et rachats d'actions prévaut face aux besoins d'investissement considérables qu'implique la crise climatique et environnementale, disent. Oui, ça, par contre. Enfin, je pense que... Il y a l'aspect communication. Il y a un aspect... Bon, on est dans la... Enfin, c'est une initiative louable de mettre de l'argent pour aider un certain nombre de fonds. On peut pas dire que c'est pas une bonne idée. À l'inverse, les montants sont ridicules par rapport aux besoins de financement dont on a besoin. Et opposer le sujet du dividende des entreprises avec le sujet des financements des investissements nécessaires pour la transition de toute nature, mais entre autres climatique, non. Enfin, on peut. Là vraiment, c'est aller vers ce débat. Enfin, les dividendes, c'est une espèce de truc. On n'arrive pas à expliquer ce que c'est et n'importe quel. À quoi ça sert, quoi, surtout. Enfin, d'abord, on peut imaginer que les gens qui touchent leurs dividendes, ils vont les réinvestir en tous les cas pour une partie d'entre eux. Et puis, un conseil d'administration dans une entreprise se pose évidemment d'abord le sujet de c'est quoi l'allocation de capital et l'allocation des profits que je fais, de quoi j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise sur le moyen et le long terme. Donc, on parle de poches financières qui ont juste rien à voir, enfin, pas rien à, qui à un moment donné, sur certaines décisions, peuvent éventuellement être en concurrence, mais qui dans la réalité n'ont rien à voir. Le vrai financement de la transition énergétique, c'est toutes les structures financières qui doivent l'accompagner. Et là, il y a des problématiques de nature d'investissement à financer. Il va falloir renoncer aussi, il va falloir casser un certain nombre de choses qui seront plus utilisables. Donc, il y a toute une logique qui doit être portée par les banques, qui est BNP a dit que 320 milliards de son bilan, donc c'est 3 000 milliards le bilan de BNP Paribas, et voilà, était directement investi sur. Voilà, on parle de 320 milliards. Et c'est ça le vrai sujet. Enfin, pour moi, c'est ça le vrai sujet. Je suis assez d'accord. Oui, là-dessus, il y a deux choses. Effectivement, on n'arrive pas à expliquer ce que le dividende, qui est un retour du capital, en fait, tous les ans. Donc, il faut quand même expliquer les choses, puisque ça vient en déduction de l'ANR quand on détache le dividende. Donc, c'est du capital, en fait. Et on a l'impression que c'est une rémunération qui tombe du ciel, et ce n'est pas bien expliqué. La deuxième chose... c'est vrai que c'est un aspect communication, mais quand même, moi, j'ai vu dans le secteur coté, Alstria l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, distribuer une partie de son dividende en disant que ça sera moindre parce que l'équivalent de la somme en moins que vous allez avoir, je vais l'investir dans le verdissement de nos actifs, etc. Et ça avait un côté pédagogique pour les investisseurs, pour ceux qui optaient pour ce dividende qualifié de vert. Alors, c'est une société allemande, mais qui permettait aussi de comprendre de quoi on parle en masse. Alors, même si c'est ridicule en montant, ça permet de contribuer à la pédagogie des actionnaires en général et des actionnaires finaux et de l'opinion publique. Ça fait partie des éléments de communication, c'est vrai. Ça ne contribue pas à la pédagogie, ça, de dire la gourmandise des actionnaires. Non, mais là, on est en train de parler de deux sociétés mutualistes. Donc, oui, Crédit Mutuel n'est pas coté. Et Maïf n'est pas coté. Bien sûr. Donc, on est dans le... Donc, ils pourraient faire le truc sans donner de leçons, alors que même d'ailleurs, ils sont peut-être pas irréprochables. Parfois, ça fait du bien aussi de donner Vas-y. Je les blâme pas là-dessus, parce qu'après tout, il y a tellement de gens qui donnent des leçons. Donc, c'est pas le sujet. je pense que, surtout que je connais un peu la Maïf, c'est quand même une boîte qui est quand même très vertueuse par des tas de domaines. Donc, finalement, ça va dans le bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça permet de contribuer à la pédagogie, parce que même quand on est mutualiste, on fait de la distribution, et expliquer aux gens pourquoi la distribution est repartie dans une autre poche pour faire autre chose, ça contribue à la réflexion. C'est minime, c'est pas grand-chose, mais c'est des étapes à franchir. On ne le comprend pas. Souvenez-vous, mes amis, de BlackRock,
qui, tous les ans, quand on est dirigeant de société cotée, on reçoit l'homélie du directeur général du BlackRock, Urbi et Orbi, qui dit voilà ce qu'il faut faire pour être vert. Et puis il s'est retrouvé l'année dernière avec un certain nombre d'activistes qui disaient que les sociétés pétrolières américaines, qui de plus en plus d'ailleurs se sont retirées de la cote, ne devraient pas distribuer. En tout cas, BlackRock devait s'opposer à la distribution. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit moi, je ne suis pas le gouvernement, ce n'est pas à moi de décider. Donc, on voit bien que tout cela, c'est des discours qui sont de la communication dans un sens comme dans l'autre. Donc, de temps en temps, pour des sociétés mutualistes, moi, je ne suis pas choquée par ça. Bah, voilà, très bien. Même si on parle de la gourmandise, c'est pas très grave. La gourmandise, c'est un péché, mais qui n'est pas forcément mauvais. Oui, la gourmandise, on est d'accord, mais là, je pense vraiment qu'il y a grosse confusion des vocabulaires et qu'on n'a pas besoin de ça. Jérôme ? Oui, bon, ça participe, comme tu le dis, je comprends en fait les deux points de vue, c'est-à-dire que d'une part, il jette l'opprobre sur tout ce vocable de l'actionnaire, le dividende, qui se nourrirait sur le dos du travailleur, etc., et donc qui est insupportable. Et en revanche, il faut quand même... Alors attention au retour de bâton, parce qu'on peut présager qu'il va y avoir une multiplication des campagnes de communication de différents groupes dans ce mode-là. Il va y avoir aussi des enquêtes journalistiques qui pointeront du doigt où vous nous dites que vous financez de la décarbonation, mais par ailleurs, vous continuez d'allouer plus de capital ou plus sur de... Oui. On parle de 10 millions pour la Maïf, de 500 millions quand même pour Crédit Mut. Crédit Mutuel, 500 millions. Mais les 10 millions, ça va servir à faire des bourses pour des jeunes. Ouais, c'est symbolique, 10 millions, on est d'accord. Enfin, pour le coup, là, c'est un petit montant, je suis d'accord. Ils ne vont pas pouvoir se faire accrocher sur grand-chose, je pense. Et mutualiste comme... Donc, voilà. Mais oui, mais tu comprends, Méca, moi, parce que tu en vois, en ce moment, il y en a plein les rues. C'est tous les abribus. Moi, j'ai aucun problème avec le système mutualiste, mais comme l'a répondu plus ou moins AXA, il faut aussi assurer des satellites. Il faut aussi, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais il y a un vrai sujet avec le cyberrisque. Il faut aussi à un moment des bilans qui ne sont pas des bilans mutualistes pour affronter le monde. Voilà. Et donc, cette façon comme ça de dire c'est nous qui avons la bonne voie, c'est nous qui avons raison. Si tu as raison, je ne sais pas comment, encore une fois, on assure Ariane Espace, voilà, par exemple. Tu vois. La vérité, c'est que les besoins en termes de décarbonation sont des milliards et des milliards et des centaines de milliards, etc. Des milliers de milliards. Et des milliers de milliards, et que il y aura peut-être pas de dividendes d'ailleurs pendant un temps. Mais oui, est-ce qu'il faudra le financer ? Et c'est ça sur lequel il faut faire de la pédagogie, parce que cette transition, elle va coûter. Et je pense pas qu'on ait encore posé totalement un cadre qui va faciliter on en est qu'au début, bien sûr. La décision des entreprises qui vont devoir dire pendant un certain temps, ma profitabilité va baisser, je vais passer des pertes sur un certain nombre d'équipements parce qu'il va falloir... ça va passer par de la fiscalité. Il va falloir que le gouvernement oriente aussi certaines décisions. C'est-à-dire que pour rester rentable, quelque chose qui soit défiscalisé ou soit alourdir une fiscalité pour ce qu'il n'est pas. L'État a bien sûr un rôle à jouer là-dedans. Le problème, et on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, l'enfer pavé de bonnes intentions, c'est exactement la taxe carbone européenne celle qui a été votée. C'est-à-dire qui, avec des intentions très louables, risque bien d'accélérer la désindustrialisation en fait, de notre continent. Merci mesdames, merci Jérôme. Et donc on se retrouve demain, alors évidemment pour faire le bilan sur la réforme des retraites. À demain.